Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de commencer par la filière Handy-Rare. Donc, la filière Handy-Rare regroupe les anomalies du développement avec ou sans déficience intellectuelle. C'est 2 à 3% de la population, de nombreuses maladies très différentes, et 50% de nos patients n'ont actuellement pas de diagnostic génétique. Donc, il y a une attente majeure des patients de notre filière du déploiement des plateformes et du séquençage au débit. Donc, l'organisation que nous souhaitons à moyen terme, lorsque le nombre suffisant de plateformes sera déployé, est le suivant. L'arbre décisionnel est fondé sur l'expertise clinique. C'est l'expertise clinique qui va orienter le test génétique. Donc, si l'expertise clinique suspecte un syndrome particulier, il y aura des tests ciblés. Et si jamais l'expertise clinique ne permet pas d'orienter vers un diagnostic précis ou oriente vers une maladie extrêmement hétérogène au niveau génétique, eh bien, on ira au génome et se discutera aussi la place du syndrome X fragile. Dans l'attente, on propose une organisation dégradée où on placera l'ACPA et la recherche d'X fragile avant le génome pour les patients qui n'ont pas d'orientation diagnostique. Donc, comment on propose de s'organiser? Eh bien, comme je vous le disais, si l'expertise clinique oriente vers une analyse ciblée, il y aura une consultation par un clinicien avec une prescription par le spécialiste ou le généticien vers le laboratoire expert sur la maladie, que ce soit le laboratoire local ou extérieur, puisqu'il y a un réseau déjà bien formalisé par l'ANPGM de laboratoires experts dans ces différents syndromes. Et si par contre il n'y a pas d'orientation clinique, on ira vers l'analyse du génome avec une RCP d'entrée clinico-biologique, une prescription par le généticien clinicien, un envoi de l'échantillon par le laboratoire local à la plateforme. La plateforme met à disposition les données au laboratoire local qui est en lien avec la RCP d'entrée. Une interprétation, une validation au laboratoire local avec une discussion en RCP clinico-biologique de sortie de validation du résultat. Et donc la validation, elle est clinico-biologique. Et ensuite, un retour au prescripteur du résultat pour le rendu au patient. Donc, on a essayé de voir quelles étaient les possibilités d'RCP d'entrée et de sortie. On a la chance d'avoir un réseau extrêmement bien structuré et donc on a les ressources clinico-biologiques sur presque l'ensemble du territoire. Et les gens maintenant vont devoir juste s'organiser pour formaliser ces RCP. Donc, pour nous, une RCP d'entrée, c'est un généticien clinicien, plus ou moins un généticien moléculaire, plus ou moins un cytogénéticien, plus ou moins un phytopathologiste en fonction de la situation et plus ou moins un spécialiste d'organes. Par contre, une RCP de sortie pour la validation des résultats, c'est obligatoirement un trio généticien clinicien, cytogénéticien, généticien moléculaire et en fonction des situations, le phytopathologiste ou le spécialiste d'organes. Donc les points pratiques, nous n'avons pas top 3 des indications. Ce qui est important de savoir, c'est que dans notre filière, il y a des patients qui ont des anomalies du développement sans déficience intellectuelle. Donc ces patients-là ne seront pas pris en charge par le pilote DI du plan France Médecine Génomique qui va s'ouvrir. Donc le pilote DI ne va pas couvrir tous les patients de notre filière et ces patients sont nombreux, donc il ne faut surtout pas les oublier. Ensuite, le volume de demandes qu'on a estimé est environ de 20 000 par an, car comme je vous le disais, on a 50% de nos patients qui n'ont pas de diagnostic, donc ils sont encore très nombreux. Et donc il y a des questions qui restent quand même importantes en suspens. Y avoir la possibilité d'utiliser ou de valoriser en résultats en recherche, parce qu'on est dans une période où on fait beaucoup de translationnels, il y a beaucoup de gènes encore à identifier dans nos pathologies, et donc ceci augmente aussi le taux diagnostique. Donc c'est vraiment un vrai questionnement. Quel va être le mode de communication avec les plateformes à la fois pour la prescription et puis après pour la mise à disposition ou l'échange des données? Et puis, on a identifié des problématiques qui, je pense, sont communes à d'autres filières. Quid d'une prescription non réalisée par un clinicien? Quid du caractère chronophage des RCP avec la nécessité de traiter les dossiers hors région pour certains centres, hein. Et pour l'instant, il n'y a aucune valorisation. Donc, comment ça va s'organiser? Parce que c'est une charge de travail importante, supplémentaire qui s'annonce. Comment va-t-on transférer certains patients vers d'autres filières quand on va avoir un diagnostic de précision dont l'expertise clinique ne va pas dépendre du champ de notre filière? Donc ça, c'est aussi un vrai questionnement. Comment est-il prévu une auto-évaluation
l'évaluation des circuits et des prescriptions au départ pour voir si on a des ajustements à faire dans le temps, parce que c'est vraiment une complète nouvelle organisation qui s'annonce. Et puis le problème de facturation aussi. Le circuit biologique qui est délicat dans certaines régions. Et puis clairement, pour l'instant, les besoins sont nettement supérieurs à l'offre qui s'annonce. Donc je rejoins Stéphane en disant que 2 plateformes ne suffiront sans doute pas du tout. Et enfin, il faudra discuter aussi à la fois des données secondaires et de conserver l'expertise actuelle des laboratoires de l'ANPGM qui a fait un effort majeur de structuration au cours des dernières années d'expertise biologique. Et ça, c'est important que cette nouvelle organisation ne détruise pas cet effort. Et ben, je vous remercie de votre attention. Désolée pour le rythme, mais 5 minutes, c'est timé.